Tout d'abord, bonsoir à tous. Est-ce qu'on peut juste me dire si on me voit ou si on voit la présentation? Il n'y a pas de présentation, mais on vous voit et on vous entend très bien. D'accord, merci. Bon, donc on va commencer comme ça pour voir un peu de visage. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Géraud Ranvier, je travaille au Parc naturel régional. Et donc, on se retrouve pour une nuit de la chouette un petit peu originale qu'on va faire ensemble. Alors, c'est une organisation un petit peu originale aujourd'hui. Donc, on a tenu à ne pas annuler et donc on vous propose une version un petit peu originale de la Nuit de la Chouette à distance où vous allez aussi participer, faire des observations. Mais on espère bien sûr se revoir un peu en direct dès que la situation sanitaire nous le permettra, quoi. Voilà. Alors, je vais à nouveau partager mon écran. Ok, donc voilà pour le départ de la Nuit de la Chouette. Donc tout d'abord, on est un petit peu nombreux, donc je vous explique comment ça va se passer. Il va y avoir 3 parties dans la soirée. Donc une première partie où il va y avoir une présentation où je vais beaucoup parler et puis à la fin, vous aurez la possibilité de poser des questions en utilisant le chat. Ensuite, il va y avoir une séquence d'observation. Donc je vous expliquerai comment faire. Et après cette séquence d'observation, vous pourrez aussi noter vos observations en ligne. Et on se retrouvera lors d'une 3e séquence où on pourra voir les observations de tout le monde. Peut-être les observations arriveront au fur et à mesure qu'on regardera. Et puis là, je vous ferai un petit retour et puis vous pourrez à nouveau poser des questions en passant par le chat pour avoir vos impressions, avoir voilà, vos interrogations aussi sur de la détermination ou sur les rapaces nocturnes en général. Donc on prévoit à peu près 1 heure. Et je tiens à signaler qu'on est 3 pour que cette soirée puisse se tourner. Donc, il y a Malika qui gère les entrées et les arrivées et puis fait en sorte que la visioconférence se passe bien. Il y a donc Florian qui va surveiller le chat et répondre en même temps et puis me reformuler vos questions. Donc, n'hésitez pas, vos questions, vous les écrivez sur le chat. Florian surveille tout ça et il va me les poser à des moments clés de la soirée. Voilà. Et donc, moi, je me suis déjà présenté. Voilà, donc on commence. Alors, tout d'abord, un petit mot sur les rapaces en général. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Qu'est-ce qu'un rapace nocturne? Qu'est-ce qu'un rapace diurne? Donc, forcément. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les rapaces, ce n'est pas un groupe homogène, en fait. Il n'y a pas une définition parfaite des rapaces. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a à peu près voilà, 200 rapaces nocturnes. Et alors, vous voyez là sur la présentation, la branche là qui est sur la droite, c'est la branche de l'histoire des oiseaux. Hein, voilà. C'est un détail d'un arbre beaucoup plus vaste. Et donc on voit qu'à une certaine époque, il y a une branche qui se crée. Voilà. Et puis donc là, vous avez une branche et chaque point vert, c'est une espèce en fait. Hein. Donc on voit qu'on a la branche là qui est écrit épervier. Donc ça, c'est en fait la branche de quasiment tous les rapaces diurnes. Et puis juste à côté, on a une autre séparation qui sont les rapaces nocturnes. Donc on voit que c'est 2 groupes qui sont très proches. Par contre, quelque chose d'un peu inattendu, c'est que les faucons qu'on met souvent dans les rapaces diurnes, en fait, ont une histoire complètement différente, se sont séparés de la branche des oiseaux, on font créer une branche à part, juste la leur, où ils sont tout seuls, beaucoup plus tard. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les rapaces, ce n'est pas quelque chose de très homogène. On peut pas, il n'y a pas forcément de règles, et donc voilà, rapace diurne, rapace nocturne, il y a pas de, c'est assez proche tout ça. Donc nous, on va s'intéresser aux rapaces nocturnes ce soir. Donc il y en a 200 dans le monde. Et sur les 200 dans le monde, on va s'intéresser à 4 qui sont assez courants sur notre territoire et qu'on va pouvoir essayer d'observer ce soir. On a de grandes chances d'en observer 3. Voilà, donc l'effraie des clochers, la chevêche, la chouette hulotte et le hibou moyen-duc, qui est un petit peu plus dur à voir, bien qu'il soit quand même bien répandu. Donc en France, on en a 9 espèces, 5 en Normandie. Voilà, donc là, vous avez représenté toutes les espèces françaises qu'on va voir un peu plus dans le détail après. Alors, qu'est-ce qui caractérise les rapaces nocturnes en général? Là, vous avez 9 illustrations de ce qu'on appelle le masque facial. Alors, ces oiseaux chassent la nuit, donc ils chassent principalement à l'oreille.
Et pour autant, ils n'ont pas justement d'oreilles externes comme nous pour capter les sons. Donc, c'est les masques faciaux que vous voyez là. Hein, vous voyez autour des yeux, là, ça fait des grands disques. On le voit très, très bien chez la chouette effraie, en bas à droite. Donc, en fait, ces paraboles remplacent les oreilles externes et captent les sons. Donc, par rapport à la taille de l'oiseau, ça leur fait un pavillon en fait très, très important qui leur permet de vraiment bien enregistrer les sons une fois qu'il y a toute la journée ou la nuit d'ailleurs. Quelque chose qui est indispensable quand on écoute, on s'en rend compte, vous allez vous en rendre compte tout à l'heure quand vous allez sortir pour écouter, c'est que si on fait du bruit, eh ben, on n'entend rien. Donc les oiseaux chassant en vol, pour la plupart, ont besoin d'avoir un vol vraiment silencieux. Donc il y a un plumage soyeux. Quand vous voyez une plume de chouette, en général, elle se reconnaît ne serait-ce qu'au toucher. Et puis, il y a une particularité, vous le voyez sur l'illustration de droite, une particularité sur les plumes qui fendent l'air, c'est qu'il y a un peigne en fait, qui permet de filtrer l'air quand les oiseaux avancent, et donc qui empêche, qui fait en sorte que le déplacement de l'oiseau ne crée pas de son. Donc voilà, silencieux, une bonne oreille, donc ça c'est déjà des bonnes aides pour chasser. Alors, la vue, quelque chose d'un petit peu original, c'est que les rapaces nocturnes ont les yeux fixes. Donc, en fait, ils sont obligés de beaucoup tourner la tête. Donc, c'est quelque chose qui est assez connu. Donc, effectivement, ils peuvent tourner la tête. Voilà, en tournant la tête à gauche, ils arrivent à voir au-dessus de leur épaule droite, par exemple, pour vous donner une idée. Donc, voilà, il y a une très, très grande mobilité pour compenser ça. Et puis, une fois qu'ils capturent des proies, en fait, leur vue est faite pour voir loin. Donc, quand ils ont quelque chose dans leurs pattes, ils n'arrivent pas vraiment à faire le point. Donc là, vous avez une illustration des vibrisses qui sont près du bec et en fait, qui les aide à sentir un peu ce qu'il y a dans leur cerf et qui va leur donner des indications dans quel sens est la proie pour qu'ils puissent la manger ensuite. Voilà. Alors, le régime alimentaire. Pour la plupart des rapaces nocturnes, c'est à peu près la même chose, hein, dans des proportions qui peuvent varier. Mais on a principalement des petits mammifères, donc des mulots, des campagnols. Les campagnols sont très souvent en tête. Chez certaines espèces, c'est jusqu'à 80-90% de campagnols. Et c'est ça qui vont faire, c'est les populations de campagnols qui vont faire qu'elles vont se reproduire ou pas. Donc, c'est des espèces qui sont assez adaptables. Hein. Elles peuvent se déplacer, elles peuvent faire, la chouette effraie, par exemple, peut faire une couvée ou deux dans une saison en fonction du nombre de proies. Donc, bien sûr, on trouve aussi beaucoup de musaraignes. Voilà. Et puis, de façon pas vraiment accidentelle, mais enfin, au mieux, ça fait 15% des proies. On a des batraciens, des oiseaux, et puis divers types d'insectes, plutôt des gros quand même. Et puis, des vers de terre aussi. Donc ça, elles attrapent des vers de terre, surtout les chevêches. Je vous présenterai l'espèce après. Voilà, qui se nourrit en prairie. Les vers de terre sont régulièrement consommés. Alors, un petit mot sur la prédation, justement. Donc déjà, comment on sait ce qu'elle mange, et puis voilà, pour essayer d'évaluer le rôle de la prédation dans les écosystèmes. Donc en fait, on sait ce que mangent les rapaces nocturnes. C'est vraiment très simple à étudier. Chacun peut le faire autour de chez soi. Il suffit de trouver des pelotes. Alors là, le conseil, c'est de trouver des pelotes de chouette effraie. Donc les pelotes, en fait, c'est un reste alimentaire. C'est-à-dire que les rapaces nocturnes, comme tous les oiseaux d'ailleurs, hein, beaucoup d'oiseaux font des pelotes. Ils avalent leur proie complètement, donc les poils, les os, voilà. Derrière, ils vont faire des fientes, comme tous les animaux, mais ils vont aussi recracher une partie de ce qui n'est pas digéré par le bec. Donc là, on voit un amas d'os, de carapaces d'insectes parfois, et de poils. Donc là, vous voyez une pelote qui est illustrée à gauche. Donc vous avez une idée de la taille, ça fait quelques centimètres de long et on va dire sur 1,5 à 2 de large. Et là-dedans, on va retrouver les crânes qui sont illustrés. Donc là, je vous en illustre 3. C'est vraiment ce qu'on trouve le plus souvent. Donc, vous avez en haut un crâne de campagnol, au milieu un crâne de mulot ou de souris, c'est extrêmement proche. Alors, des campagnols, il peut y en avoir beaucoup d'espèces. Hein. Rien que chez nous, quand on regarde dans des pelotes de rapaces nocturnes, on trouve facilement 4-5 espèces de campagnols. Et puis en bas, c'est un crâne de taupe, qui n'est pas vraiment très fréquent dans les rapaces nocturnes, mais qui se trouve quand même. Hein. Et puis surtout, c'est un crâne qui ressemble au crâne de musaraigne. Et là, des musaraignes, on peut en avoir, c'est pareil, sans trop de difficultés, 3 espèces, c'est vraiment pas un souci. Alors, un rapace dans une nuit va essayer de capturer en général, enfin dans une pelote, on sait qu'il y a en général trois
3 proies, on va dire. Donc là, on résume avec des campagnols, hein, c'est pour se faire une idée rapidement. Et on sait qu'il faut à peu près 3 pelotes par nuit. Donc, ce qui nous fait à peu près voilà, une moyenne, on va dire, de 9 campagnols par jour et par chouette. Donc, si on considère qu'on est sur un couple, on va avoir 2 chouettes toute l'année. Voilà, ça c'est classique pour de la chouette effraie, par exemple, ou de l'effraie des clochers, parce que c'est son nom officiel. Donc, ce qui nous donne 18 campagnols par jour pour un couple. Et donc, si on multiplie ça sur une année, bon ben voilà, là, on dépasse les 6000 campagnols. Donc, ça commence à faire beaucoup. D'autant plus que bah, voilà, un couple sur son territoire, il n'est pas seul, il y a des jeunes. Donc, une chouette effraie qui peut faire 4 jeunes et qui peut avoir 2 couvées. Alors, tout ne marche pas comme ça non plus. Hein. Ce n'est pas 2 couvées par an parfaitement et 4 à 5 jeunes à chaque couvée non plus. Il y a de la mortalité, c'est selon le nombre de proies. Il y a aussi de la mortalité chez les adultes. Mais voilà, ça donne quand même une idée du rôle d'un prédateur dans un écosystème. En termes de régulation, voilà, quand on a des couples de rapaces nocturnes dans un secteur, forcément, ça a un impact. Donc voilà, les prédateurs très utiles aux écosystèmes. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter différentes espèces. Donc les espèces qui sont les plus courantes chez nous. Et puis, donc, je vais aussi vous faire écouter les chants. Donc, je mets en route mon système en même temps que je vous parle pour que vous puissiez savoir, quand vous allez aller sortir sur le terrain juste après, en fonction de l'endroit où vous êtes, que vous ayez une idée de ce que vous pouvez entendre. Voilà, ça devrait marcher. OK. Donc, ça, c'est la chouette hulotte. Je vous les ai mis par ordre de taille. Donc, c'est un rapace qui est assez puissant. Vous voyez, c'est très rondouillard, mais ce n'est pas parce que c'est gros, c'est parce que c'est vraiment un rapace qui peut attraper des grosses proies. À l'extrême, il a déjà été trouvé des corneilles, par exemple, des choses comme ça. Donc, c'est un oiseau qu'on retrouve dans les milieux où il y a beaucoup d'arbres. C'est un oiseau qui est forestier, qui utilise les haies aussi, mais qui ne va pas se contenter d'une haie basse. Il faut vraiment des grands arbres, avec des trous, avec des nids dedans, voilà, dans un contexte de paysage assez fermé. Donc, le nid, il est installé soit dans un trou, soit dans un nid de récupération. C'est assez classique chez les rapaces nocturnes, ils construisent assez peu. L'envergure, donc on est un petit peu en dessous d'1 mètre. Donc ça, c'est des rapaces nocturnes de taille moyenne. Hein. Les plus grands, c'est le type hibou grand-duc qu'on peut avoir dans l'Est et dans le sud de la France. On est une dernière région à ne pas en avoir, mais ça ne va pas tarder à arriver. Le hibou grand-duc, je crois que ça va être 1,80 m d'envergure. Donc voilà, ça, c'est les très grands rapaces nocturnes. Après, il y en a aussi des beaucoup plus petits, près de 20 cm. Je vais vous en présenter un après. Donc là, voilà, on est dans quelque chose d'assez moyen pour les rapaces nocturnes en général. La hauteur, donc c'est un oiseau de 40 cm et qui pèse 500 grammes. Donc voilà, vous mémorisez, là, voilà. 95 cm, 40 cm d'envergure, 40 cm de haut pour 500 grammes. Donc vous allez voir, par rapport aux autres, on voit tout de suite que c'est un rapace assez puissant. Alors maintenant, je vous mets le chant. Alors, c'est un chant qui est très connu. Là, vous devez entendre. Vous entendez? C'est une chouette qui s'est fait écraser la patte. Oh! Tu me la donnes? Ouh. Donc, c'est bon, vous avez entendu? Après, je vais vous montrer l'outil pour saisir les données et il y a des liens pour aller écouter les chants en ligne aussi pour que vous puissiez confirmer de vous-même ensuite. Voilà, donc une autre espèce maintenant. Donc là, c'est l'effraie des clochers. Alors, donc vous voyez un oiseau très, très différent. Au niveau de la silhouette, je vais vous remettre rapidement la diapo d'avant pour regarder bien la silhouette de la chouette, là, qui est assez fine, avec des ailes très longues. Voilà. Et là, je vous mets la chouette hulotte. Vous voyez, les ailes sont très courtes, un oiseau qui est très large, les ailes qui ne dépassent pas de la queue. Donc ça, c'est un oiseau, la chouette hulotte, qui est en fait un oiseau plutôt fort, avec des ailes courtes, rondes, qui chasse en milieu forestier. Voilà, je vous remets les frais. Vous avez des ailes très longues. C'est un oiseau qui chasse souvent dans les prairies, donc à milieu complètement découvert, donc n'a pas la même forme d'aile. Et alors là, on peut voir tout de suite, vous voyez, les mensurations sont à peu près les mêmes. Envergure de 95 cm, une hauteur à peine plus faible, 35 au lieu de 40. Par contre, un poids de 300 grammes, alors que la hulotte, elle, fait 500 grammes. Donc, il y a une grosse différence. Donc, même si globalement l'envergure est la même, voilà, on voit tout de suite qu'on n'est pas sur le même type d'oiseau.
Alors, l'habitat de la chouette effraie, c'est un oiseau qui vit vraiment près de l'homme, chez nous. Hein. Voilà, donc les nids sont installés dans des trous, souvent dans des bâtiments, dans des trous de falaises. Ça arrive aussi, je le signale, parce que dans la vallée de la Seine, on a quand même beaucoup de falaises et c'est toujours sympa de voir des effraies des clochers comme ça dans un site complètement naturel. C'est typiquement la chouette qu'on trouve dans les églises, par exemple. Voilà. Alors, il faut se méfier de l'aspect clair de l'illustration, parce que la nuit, parfois, on ne se rend pas compte que l'oiseau est clair, comme on n'a pas de lumière. Et en plus, elles ne sont pas forcément toutes si claires. Il y en a qui ont un petit peu de beige aussi sur la poitrine. Donc voilà, il faut quand même rester vigilant sur cet aspect couleur. Alors, il faut que je vous mette le champ. Enfin, le champ, si on peut parler. Si on peut parler de champ. Alors, excusez-moi, il faut que je le trouve. C'est plus un cri, en fait, qu'un chant. Et en fait, c'est de là que vient son nom. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est parce que c'est un chant qui, en fait, fait peur. Voilà, donc c'est un chuintement. Voilà pour la chouette effraie. Donc voilà, quelque chose de très particulier qu'on n'assimile pas forcément à un chant. Donc si vous entendez ça, normalement, vous ne pouvez pas confondre. Ça porte assez bien, surtout qu'on a une belle soirée. Donc ça, si vous en avez, normalement, ça devrait se repérer très facilement. Alors, un hibou maintenant. Donc le hibou moyen-duc. Donc une silhouette qui est finalement assez proche de la chouette effraie. Vous voyez, des ailes très longues. En fait, ils chassent dans le même type de milieu. Donc, c'est assez logique qu'ils aient des proportions similaires. Donc, on a un oiseau là qui va utiliser les forêts, mais souvent les lisières de forêt. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller chasser vraiment en milieu forestier. Par contre, il aime bien y faire son nid. Et si vous avez une grande forêt de 200 hectares, il n'y aura pas de hibou moyen-duc au milieu. C'est un oiseau qui forcément aime bien les haies et qui va chasser dans les prairies. Donc, il ne va pas aller chasser du tout dans les forêts. Le nid, alors lui par contre n'utilise pas de trou, donc il récupère systématiquement des anciens nids, donc soit d'autres nids de rapaces, des rapaces diurnes, ou alors des corvidés, typiquement de la corneille, c'est ce qui se voit le plus souvent. Donc une envergure similaire aux deux précédents, 95 cm, une hauteur similaire à celle de la chouette effraie, donc on a des oiseaux très proches hein, au niveau forme. Par contre, voilà, on le voit, hein, des couleurs très différentes, des aigrettes au-dessus des yeux, et puis un poids à peine plus petit que l'effraie, quoi. Hein. Il y a un petit peu de différence mâle-femelle, c'est à ça qu'est due cette fourchette de poids. Les mâles sont un peu plus petits que les femelles, ce qui est classique chez les oiseaux, en fait. Le chant du hibou moyen-duc, vous avez assez peu de chances de l'entendre parce qu'il porte très très peu, contrairement à ce qu'on s'imagine. Chaque fois que je parle des chants, on me dit « Ah oui, les hiboux, ça chante très fort. » En fait, le hibou moyen-duc, pas du tout. C'est un ou que je vais vous faire entendre tout de suite. Donc, c'est un ou assez grave, mais qui porte très peu. Voilà, ça va arriver. Voilà, un ou répété, il n'y a pas vraiment de difficulté par rapport à la chouette hulotte qui, elle, fait une vraie phrase où c'est chanté, où il y a des variations. On ne peut vraiment pas confondre. Hein. Ça porte vraiment à très faible distance. Un hibou moyen-duc ne s'entend pas à 100 mètres. Le mâle qui chante, en tout cas. Par contre, je ne vous les fais pas écouter, mais, parce que ce n'est pas du tout la saison, mais les jeunes, au mois de juin, par contre, là, ça porte à 1 kilomètre. Quand ils quémandent, là, ils vocalisent beaucoup plus fort que les mâles au moment de la reproduction. Une question à laquelle je peux répondre tout de suite, c'est l'utilité des aigrettes. Ce ne sont pas des oreilles, donc ce sont juste des plumes plus longues que les autres.
Le seul rôle qu'on leur connaît, c'est un rôle comportemental. C'est-à-dire que les oiseaux utilisent ça en fonction de leur humeur, mais ça n'a aucun rôle dans l'audition, hein. On voit bien que sur leur tête, qu'ils ont un masque facial comme les autres rapaces nocturnes, et donc les trous des oreilles sont près des yeux, donc au centre de la parabole finalement. Voilà, donc il n'y a pas de… Les aigrettes ne servent a priori pas particulièrement au vol. Voilà, on pense juste que ça a un rôle pour exprimer des humeurs voilà, comportementales. Et puis, le dernier oiseau que l'on va voir ce soir, donc là, c'est la chevêche d'Athéna, qui est beaucoup plus petite. Oh là, il y a une erreur sur les chiffres, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on a un oiseau qui est vraiment beaucoup plus petit, qui fait plutôt 200 grammes, qui a une envergure de 60 cm, et puis une hauteur de à peine plus de 20 cm. Voilà, donc ça, on pourra le diffuser après quand ce sera corrigé. Donc c'est un oiseau qu'on trouve chez nous beaucoup autour des hameaux, donc dans la vallée de la Seine ou sur les plateaux, que ce soit sur le Pays de Caux ou sur le plateau du Roumois. Voilà, c'est des oiseaux qui sont très très près des maisons. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils utilisent beaucoup de haies, de vergers, de prairies, et c'est principalement dans ces secteurs-là, autour des villages, qu'on va trouver ces habitats-là. Donc les trous, typiquement, le nid est toujours dans un trou. Typiquement des saules, têtards. Les oiseaux? Des saules têtards qui deviennent assez gros et donc creux à certains endroits. Donc ça, c'est vraiment un des habitats typiques de la chevêche chez nous. Et puis aussi les pommiers. Dans les vergers haute tige, il y a des pommiers qui deviennent creux au bout d'un moment. Et donc ça, elles adorent. Éventuellement aussi des bâtiments, ça se voit. C'est peut-être moins régulier, mais voilà, un bâtiment dans un verger ou des bâtiments agricoles ou même des maisons pas très occupées, par moment, ça peut arriver. Donc, je vais vous faire écouter le chant. Alors, le chant de la chevêche ressemble un peu à celui de l'œillelotte, mais il est beaucoup moins complet, on va dire. Chevêche. Donc là, vous avez un chant simple, beaucoup plus clair. Voilà, on ne peut pas confondre ça avec du hibou moyen-duc. Et la grande différence avec la chouette-hulotte, la chouette-hulotte est quand même en général beaucoup plus grave et surtout, elle fait des phrases avec beaucoup de variations de tonalité. La chouette-chevêche, en général, fait un son qu'elle va répéter. Par contre, il faut se méfier, elle peut varier sa voix. Donc, parfois, c'est un son clair, parfois, c'est un son un peu grave. Elle peut aussi s'énerver. Et dans ce cas-là, elle va chanter un petit peu plus. On a presque l'impression qu'elle fait 2 notes. Mais bon, rien à voir avec la phrase qui peut durer 20 secondes de la chouette-hulotte, quoi. Quelque chose qu'il faut faire attention avec la chouette-hulotte, c'est qu'il y a le chant des mâles que je vous ai passé, mais il y a aussi les cris des femelles. Et les cris des femelles peuvent s'apparenter un petit peu à la chouette-chevêche. Donc là, il faut faire attention à ça, quoi. Voilà. Un mot sur les menaces des rapaces nocturnes qui peut concerner les rapaces nocturnes. Bon, il y a tout ce qui est urbanisation en général. Oui, quand on construit beaucoup, quand les centres commerciaux s'étendent ou simplement des maisons, voilà. Bon, forcément, s'il reste moins de milieu naturel, s'il reste moins d'herbe, si on met des poteaux électriques, voilà, ça, c'est des choses qui perturbent un petit peu les populations. Pour l'image de droite, c'est en fait, vous voyez, des grandes cultures. Donc là, on voit un milieu avec des champs. Il y a très, très peu d'arbres. Donc ça, c'est quelque chose qui est globalement défavorable. Parce que les champs à la place des prairies, ça fait qu'il y a quand même beaucoup moins de mammifères. Donc ça, beaucoup moins de campagnols. Donc ça les embête s'il n'y a plus leur proie. Notamment à certaines périodes de l'année, parce qu'une fois que les champs sont récoltés, l'hiver, s'il y a de la terre nue, là, il n'y a plus rien à manger dessus. La circulation routière, c'est des oiseaux qui ont besoin de se nourrir quand même beaucoup et qui n'hésitent pas à chasser près des routes parce que, notamment dans des contextes de grandes cultures, souvent il y a de l'herbe que près des routes. Donc, voilà, il y a beaucoup d'accidents. Et puis, c'est des oiseaux qui sont finalement assez proches de nous et qui utilisent beaucoup nos bâtiments.
Et devant des dégradations, il y a beaucoup de bâtiments qui ont été fermés et donc qui empêchent ces oiseaux de venir se reproduire. Et s'ils ne peuvent plus se reproduire, très vite, les populations diminuent. Parce qu'il y a de la mortalité des adultes. C'est des oiseaux qui, en général, ne vivent pas très, très vieux. Et donc, s'ils ne peuvent plus se reproduire, très, très vite, la population locale peut disparaître. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, voilà, par rapport à ce que je disais au niveau de l'habitat, on va à la plantation de haies. Donc ça va créer des sites de reproduction pour dans quelques dizaines d'années, mais bon, voilà, il faut bien commencer. Et puis sous les haies, voilà, il y a toujours aussi de l'herbe, il y a toujours aussi des zones qui ne sont pas directement exploitées par les parcelles, que ce soit de la prairie ou de la culture d'ailleurs, et donc il va y avoir aussi à manger là-dedans. Bien sûr, favoriser les prairies, et donc le pâturage et donc la présence d'animaux domestiques, parce que c'est ça qui va faire en sorte d'avoir des milieux agricoles, des milieux naturels, le plus favorable pour les proies et donc pour les oiseaux. Enfin, les produits toxiques. Là, on a affaire à des prédateurs. Donc, quand il y a des produits toxiques qui sont diffusés dans l'environnement, les insectes les mangent, les mammifères les mangent, derrière, les chouettes les mangent. Et à chaque étape, en fait, ces produits se concentrent dans leur organisme et finalement peuvent devenir toxiques à un certain moment. Chez certaines espèces, ça a pu bloquer la reproduction ou alors il peut y avoir de la mortalité directe. Donc ça, c'est quelque chose qui est globalement néfaste. Et enfin, si les populations ont du mal à se reconstituer, on peut aussi aider directement les oiseaux avec de la pose de nichoirs, par exemple. Donc là, vous avez une illustration dans un arbre, je ne saurais pas dire ce que c'est, ça ressemble à un frêne peut-être ou un chêne. Un nichoir à chevêche. Alors c'est marrant, je vois sur la photo là qu'il y a des câbles qui ont été mis, je ne sais pas pourquoi, il y a des câbles qui arrivent dans le nichoir. Voilà, peut-être parce qu'il y a une webcam à côté, mais bon. Donc voilà ce qu'on peut faire. Alors, à ce stade, peut-être que Florian a déjà relevé des questions. Alors, on a une demande déjà de repasser les sons avant de partir sur le terrain. Ouais, ok. Ça, je le referai juste après la séquence d'après où je vais expliquer comment enregistrer ces observations. Après, on a une question aussi sur l'origine du nom d'Athéna. Pourquoi chevêche d'Athéna? D'accord. Alors, la chevêche d'Athéna, c'est parce que c'est la chevêche qui est liée à la déesse grecque Athéna, en fait. Donc, c'était la déesse de la sagesse. Et cette petite chouette, qui est très présente dans la zone méditerranéenne, était son emblème. Donc, voilà, ça vient de là. Et on a une dernière question, du coup, sur la durée de vie moyenne des chouettes. D'accord. Alors, ça dépend des espèces. Les chouettes effraies, en fait, qui se reproduisent beaucoup, ne vivent pas très longtemps. C'est de l'ordre de quelques années. Par contre, je crois qu'une hulotte, ça peut aller jusqu'à une quinzaine d'années. Mais c'est des questions que l'on nous pose souvent, mais c'est des questions que les ornithologues ne savent jamais très, très bien répondre parce que c'est vrai que quand on est sur le terrain, on a rarement à manier ce genre de choses. Et puis, il y a la longévité maximum et la longévité moyenne, où en fait, voilà, on sait que certains oiseaux peuvent vivre très vieux. Donc, la hulotte en est un. Voilà, quand on commence à dépasser 10 ans pour un oiseau, c'est vraiment assez vieux. Par contre, il y a aussi la durée de vie moyenne. Et là, on sait qu'il y a aussi beaucoup de mortalité beaucoup plus précoce. J'essaierai de regarder ça et de répondre plus précisément tout à l'heure. D'accord, donc c'est noté pour les sons, je vous les repasserai tout à l'heure et puis je vais vous montrer aussi comment les écouter par vous-même. Bon, et on va continuer alors. Merci Florian. Bien, il y a autre chose qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut apprendre à les connaître, on peut les étudier. Et ça, c'est en fait quelque chose qui est important aussi parce qu'on va comprendre un petit peu mieux leurs besoins, on va pouvoir les aider, voire les protéger. Une fois qu'on a acquis cette connaissance, on peut aussi en parler autour de nous, à ses voisins qui peuvent avoir des arbres, une haie, à l'agriculteur qui est autour de chez nous, par exemple. On peut en parler à son maire, on peut en parler à d'autres structures comme le parc naturel régional. Voilà. Il y a aussi des associations qui participent à la connaissance. Donc en Normandie, on en a deux. On a le groupe ornithologique normand, qui est une association ancienne, et puis la LPO Normandie, qui est aussi active sur ces sujets-là. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à en parler. Il y a des gens qui peuvent trouver ça intéressant ou alors qui peuvent aussi vous aider dans ce genre de démarche.
Et puis là, je vais vous montrer aussi comment enregistrer vos observations. Donc là, au parc, on a développé un outil très récent pour ça, parce qu'en fait, c'est utile de savoir où il y a ces oiseaux. Parce que derrière, ça peut être utilisé dans des plans locaux d'urbanisme. Il y a aussi un atlas de la biodiversité communale en ce moment sur le plateau du Roumois, où on va utiliser ces informations-là pour organiser un petit peu mieux le territoire. Et puis, il y a les trames vertes et bleues, où là, on va regarder un petit peu comment mettre en connexion des secteurs entre différentes zones de haies pour que ce soit le mieux possible pour la biodiversité et donc pour les rapaces nocturnes aussi. Voilà, donc là, je vais changer un petit peu le partage pour vous montrer. Voilà. Alors, je vais vous remontrer ça. Donc là, vous allez pouvoir aller sur le terrain ensuite et puis noter vos observations et je vais vous montrer comment enregistrer ces observations. Donc là, on vous met un lien. Florian, est-ce que tu pourrais mettre le lien dans le chat? Voilà, comme ça, vous pourrez le copier-coller directement. Et puis, je laisserai ce lien-là affiché tout à l'heure. Donc, voilà, maintenant, je vais changer d'écran. Voilà, donc là, vous devez voir un autre écran maintenant. C'est bon? Si Florian peut me faire un signe de la tête ou quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Bon. Donc là, si vous suivez le lien que Florian a dû mettre sur le chat, là, vous allez arriver sur cet outil-là qui s'appelle Ops en scène. Et donc, vous allez avoir une page d'accueil. Donc, vous allez voir qu'il y a déjà des observations de rentrée. Voilà, c'est le tout début. Hein. C'est vous qui êtes en test ce soir. Et donc, il y a un programme sur les rapaces nocturnes. Donc, vous pouvez y accéder tout en haut. Hein. Voilà, vous cliquez sur les programmes. Vous arrivez sur une fenêtre. Donc là, simplement, vous suivez. Hein. Il n'y a pas tellement de difficultés. Voilà, donc là, on vous rappelle les rapaces nocturnes, à l'inventaire des rapaces nocturnes, on vous redonne quelques informations, mais enfin là, on vient de faire un petit peu mieux, un petit peu plus long. Si vous utilisez le menu déroulant, vous allez voir qu'on vous a mis des liens. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un serveur qui a brûlé en fait en France et visiblement, les liens LPO ne marchent plus, donc j'imagine qu'il devait être sur ce serveur-là. Par contre, si vous prenez oiseau.net, voilà, on va reprendre la chouette effraie. Donc là, je clique pour vous montrer. Donc vous avez des informations, des illustrations. Et puis, un peu plus bas, vous avez ici des champs. Donc là, vous ne devez pas entendre très bien parce que là, ça passe par le son de l'ordinateur. Mais chez vous, vous entendrez très bien. Donc là, vous pouvez retourner ici. Et puis, vous allez avoir les cris et les chants des différentes espèces que l'on vous a présentées ce soir. Alors ensuite, vous avez une interface cartographique ici, et en fait, il faut simplement aller sur « Ajouter une observation ». Oui, au préalable, je vous invite à vous inscrire. Donc voilà, vous vous inscrivez. En fait, c'est toujours mieux quand il y a des observations qu'on puisse savoir qui l'a fait. Ça fait un petit peu plus sérieux que juste d'avoir des points avec des noms d'espèces. Mais sinon, si vous ne souhaitez pas, ce n'est pas obligatoire de s'inscrire, l'outil fonctionnera quand même. Donc moi, je vais me connecter parce que voilà, j'ai déjà un compte. D'accord. Maintenant, je vais ajouter une observation. Alors, quand on veut ajouter une observation, on a la carte là, et donc on peut zoomer dessus. On peut le faire avec la souris aussi. Voilà, donc là, je vais aller sur le site de la Maison du Parc. Et je vais mettre une observation. Je vais dézoomer un peu, que je m'y retrouve. OK. Donc, on a le parking qui est là. Donc voilà, près de la maison ici, voilà, je sais que je suis là. Et donc, je peux mettre, je choisis l'espèce. Donc là, je vais mettre une chevêche d'Athéna. Après, je choisis le lieu. Et puis, on peut mettre un commentaire si on veut, mais bon, là, ce n'est pas nécessaire. Et après, vous n'avez qu'à valider l'observation. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Alors, en plus, j'ai des félicitations, c'est formidable.
sur l'interface générale, ici, vous pouvez zoomer. Vous pouvez changer le fond de carte, mettre une vue aérienne si vous le souhaitez. Voilà. Et puis, voilà, je vais peut-être le refaire pour que tout le monde voit bien. Je vais mettre une chouette culotte ici. Donc voilà. On peut aussi cliquer directement sur l'interface principale, comme je l'ai fait là. Comme ça permet d'avoir la vue aérienne si on le souhaite. Une fois qu'on a cliqué, on met ajouter une observation et là, il nous la localise directement. Donc là, je vais mettre une chouette culotte parce que je sais qu'il y en a là. Et puis, je vais simplement, donc j'en mets une, voilà, et je vais simplement valider l'observation. Voilà. J'ai encore une félicitation. Et ces observations sont visibles directement, c'est-à-dire qu'une fois que chacun aura mis ses observations, tout à l'heure, on pourra se retrouver et regarder un petit peu où sont les oiseaux, ce que chacun a vu. Voilà. Donc, je vous repasse les champs, c'est ça? Donc, je vous repasse le champ de la chevêche, en sachant que vous pourrez aller écouter directement. Voilà, donc la chevêche, un chant plutôt clair et une seule note. Alors, je vais vous repasser la hulotte. Voilà, donc la hulotte a un vrai chant avec plusieurs notes. Donc ça, c'est des cris de femelles de hulotte. Donc, il ne faut pas forcément confondre ça. Voilà, ça, c'est le cri typique de la femelle de hulotte. Donc, il est assez différent de la chouette chevêche. C'est un qui-vite, qui-vite. Après, si vous entendez ça, logiquement, vous devez avoir une chouette hulotte à côté aussi. Parce qu'on a rarement une chouette hulotte et une chouette chevêche au même endroit, étant donné que la forte chouette hulotte peut manger de la chevêche. Donc, en général, les chevêches ne traînent pas trop à côté. Alors, je vous remets le hibou moyen-duc. Donc, le hibou moyen-duc, c'est un ou très simple et qui porte très peu. Donc, si vous entendez ce genre de bruit à 500 mètres, ce n'est pas possible que ce soit un hibou moyen-duc, c'est autre chose. Parce qu'après, voilà, les sons se déforment un peu avec la distance, donc on a besoin des fois d'avoir un peu d'expérience pour bien interpréter, quoi. Et enfin, je vous remets les frais, qui est un cri vraiment très original, très typique. Normalement, on ne peut pas confondre de la chouette effraie. Donc voilà, un chuintement assez long, plaintif. Ah, il s'est arrêté. Voilà. Donc, écoutez, on va s'arrêter là avant la phase d'observation. Il fait noir, donc c'est parfait pour commencer à écouter. Florian, peut-être que tu as repéré d'autres questions avant de sortir? Florian, je pense qu'il faut que tu réactives ton micro. Oui, donc on a quelques questions en plus. Déjà, on a une question sur pourquoi les chouettes chantent la nuit. Ouais.
Alors, je vais répondre rapidement parce que là, il va falloir sortir. C'est le bon moment. Et puis, s'il y a des questions plus pointues, je pourrai les reprendre tout à l'heure. Hein. Alors, en fait, elles chantent pour marquer leur territoire. Ça, je vais répondre tout de suite parce que c'est quand même intéressant que vous le sachiez avant de sortir. C'est-à-dire que ça va permettre aux oiseaux de comprendre qu'il y a d'autres oiseaux à côté. Ça va permettre aux mâles de marquer leur territoire. Et comme ça, chacun a un espace réservé où il y a leur proie, où ils savent que voilà, ils ont un espace à eux pour chasser. Et ça permet aux oiseaux de se répartir sur le territoire. Voilà. Une autre question? Non? On a oui, une question sur l'utilité de faire et mettre des nids chez soi pour les rapaces. Ouais. Alors ça, je répondrai tout à l'heure, si vous voulez bien. Comme ça permettra de... On aura à nouveau des questions, un moment de questions tout à l'heure. Et puis là, je pense que c'est mieux de sortir tout de suite. On a déjà dépassé l'horaire prévu. Donc, je vous invite à sortir et à aller écouter chez vous. Donc, vous avez des chants. Si vous voulez, si vous avez du matériel avec un haut-parleur, vous pouvez passer des chants à l'extérieur. Il vaut mieux passer le chant de la chouette chevêche. C'est le plus efficace pour faire répondre toutes les espèces. Parce que si vous passez de la hulotte, les chevêches ne vont pas trop aimer. Donc, ça, faut éviter. Voilà, après, ce n'est pas indispensable. Hein. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'il est 19h50, on va dire. Donc, on peut se donner rendez-vous dans 20 minutes. Donc, on peut se donner rendez-vous à 20h10 pour regarder un petit peu les observations de chacun. Si la carte s'enrichit de points d'observation. Et puis après, je répondrai à vos questions suite à vos observations, à vos questions diverses. Et puis, j'essaierai de vous faire un rendu sur les observations de la soirée et ce qu'on peut en dire. Voilà, je vous remercie pour cette première phase. Je vous souhaite de bonnes observations et puis je vous dis à tout à l'heure. Merci Jérôme, à tout à l'heure. Merci. Deux observations qui commencent à arriver également. C'est vrai que le temps d'écoute est un peu court, mais bon, vous pourrez le poursuivre par la suite. L'outil de saisie des observations restera ouvert. Donc, vous pourrez à la fois pouvoir noter vos observations et à la fois pouvoir revenir régulièrement pour consulter celles de tout le monde, finalement. Donc, on va attendre. Je vois qu'il y a des gens qui se font coucou, c'est rigolo. On va attendre encore quelques minutes avant de reprendre. Par contre, je vois qu'il y a quelques questions sur le chat, non? Florian, tu as relevé quelque chose de particulier? Oui, on a quelques doutes dans ce qui a été entendu. D'accord. Donc là, le mieux, c'est peut-être pour vous de réécouter les sons qu'on vous a Oui. indiqués sur les liens qu'on vous propose. Alors, oui, du coup, j'ai regardé rapidement là aussi. Donc, visiblement, il y a des questionnements. C'est surtout sur de la chevêche. C'est ça que j'ai vu, Florian? Chevêche, culotte, non? Ou tu as vu d'autres choses? On a eu l'autre et on a d'autres questions, c'est pas précisé. Il y a juste un doute. D'accord. Alors, je vais vous remettre la chevêche, en sachant que voilà, la chevêche, ça peut aussi varier. Donc, il y a des espèces qui ont des chants qui sont vraiment toujours exactement les mêmes. Il y en a d'autres qui peuvent demander un petit peu d'expérience. Alors, la chevêche, les rapaces nocturnes en général, c'est relativement facile. Mais bon, c'est comme tout. Quand on a bien compris qu'il y a 4 espèces, qu'on connaît tous les sons, qu'on a fait le tour d'un sujet, forcément, c'est plus facile. Quand on débute, ça peut demander un petit peu d'habitude, un petit peu d'expérience. Donc, c'est tout à fait normal de se poser des questions. Donc, je vais vous repasser un chant de chevêche. Donc, ça, c'est ce qu'il y a de plus typique.
Donc la chevêche, voilà, c'est un chant très clair. C'est dans plus de 90% des cas, c'est une seule note qui est répétée. Ça arrive que l'on ait deux oiseaux qui chantent au même endroit. Et dans ce cas-là, chez la chevêche, on a du mal, on n'arrive pas vraiment à différencier le mâle et la femelle. Le mâle chante plus, mais quand la femelle, voilà, notamment lors des accouplements, ce qui peut arriver en ce moment, les oiseaux ont tendance à chanter l'un à côté de l'autre. Et donc, on peut avoir parfois une petite réponse, mais ce n'est pas un seul oiseau qui fait deux notes à la suite. C'est vraiment deux oiseaux en même temps qui chantent, mâle et femelle. Je vous fais écouter à nouveau la hulotte. Donc la hulotte, c'est un chant qui est beaucoup plus chantant, plus grave, plus puissant, avec beaucoup de variations. Une chevêche n'a jamais un chant avec une phrase si longue de cette façon-là. Je vais essayer de vous en trouver un autre. Donc ça, c'est pas un chant. Je vais avoir du mal à vous trouver autre chose tout de suite là. Ça, c'est le cri de la femelle que l'on entend également très souvent. Et c'est ce qui peut prêter à confusion avec le mâle de la chevêche. C'est vraiment la seule petite confusion qui peut arriver facilement, en sachant que par contre, autant le cri de la chevêche peut varier un petit peu, autant le chant de la chevêche peut varier un petit peu, autant le cri de la hulotte, de la femelle de hulotte ne varie pas. C'est toujours invariablement ce qui vite avec la même voix, quels que soient les individus. Quelque chose d'assez perçant. Alors, quelque chose qui peut vous aider à faire la différence entre les deux espèces, c'est aussi leur habitat. Je vous le disais tout à l'heure, la hulotte est très forestière. Donc, une hulotte, elle va chanter soit dans un bois, soit dans un très gros arbre. Alors, avec la distance, forcément, parfois, on ne peut pas savoir. Mais enfin, finalement, on se rend compte qu'avec un peu d'habitude, on arrive assez bien à localiser. Et quand on connaît son environnement, on sait qu'il y a un arbre important là-bas, on sait qu'il y a un bois ici. Donc, avec ça, ça peut aider à orienter. Donc, une chevêche va chanter une hulotte va chanter soit dans un bois, soit dans de très gros arbres. Une chevêche, par contre, ne va jamais chanter en forêt. C'est pas du tout son habitat, donc elle n'y va pas. Et en plus, la hulotte est tellement répandue que de toute façon, il y a des hulottes dans tous les boisements. Voilà, il faut partir de ce constat-là. Et s'il y a de la hulotte, elle va manger la chevêche. Donc, la chevêche ne va jamais y aller. Ou alors, elle ne va pas rester longtemps, donc elle ne va pas chanter. Par contre, si vous avez un arbre isolé, si vous avez un verger, si vous avez des haies avec des gros arbres, là, par contre, ça va intéresser beaucoup la chevêche. Et en fait, ça arrive d'avoir au même endroit chevêche et hulotte, mais c'est quand même extrêmement rare. Donc, les bois, plutôt pour les hulottes, les espaces ouverts, les haies, les vergers, plutôt pour la chevêche. Et s'il y a de la hulotte dans les haies, c'est des haies arborescentes, avec de très gros arbres. Voilà, donc ça peut vous aider quand même. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Après, les questions, c'était les questions précédentes, en fait. D'accord, ok. Alors, du coup, j'ai regardé les questions sur la longévité. J'étais pas trop loin du compte. Ça, c'est pas mal. Alors, je vais essayer de vous résumer ça avec les 4 espèces que je vous ai présentées ce soir. Donc, on a la chouette hulotte et le hibou moyen-duc, qui sont des oiseaux qui peuvent vivre assez longtemps. Donc, pour la chouette hulotte, j'ai trouvé les longévités maximales en nature 18 ans. Donc, c'est beaucoup déjà. Hein. Et le hibou moyen-duc, apparemment, il y a un record qui est à 27 ans. Donc là, c'est vraiment très long. Par contre, il faut bien avoir en tête que ce sont des records et que ce n'est pas du tout habituel. Par exemple, pour ces 2 espèces-là, qui sont les plus longévives, hein, on a 50% de mortalité la première année. Donc, tous les jeunes qui naissent, déjà, en 1 an, il en manque la moitié. Mais c'est quelque chose d'assez habituel, c'est logique, en fait. Hein.
Voilà. Après, il y a le cas de l'effraie, donc un autre rapace de grande taille. Alors, l'effraie, on voit beaucoup de mortalité. Mais ce n'est pas très, très gênant parce que c'est un rapace qui produit énormément chaque année. C'est ce que je vous disais. Les effraies peuvent s'adapter à la production de campagnols d'un secteur et donc faire 2 couvées sans problème une année. Ça peut aller jusqu'à 5 jeunes par couvée, une effraie. Donc voilà, si vous avez en début de saison un couple d'effraies qui donne 10 jeunes à la fin de la saison, on passe de 2 à 12. Donc forcément, les populations n'explosant pas, il y a une mortalité très forte. Alors sur les effraies, j'ai trouvé plus de 70% de mortalité la première année. Donc là, vous voyez que c'est quelque chose de très important. C'est plus de 2 sur 3 qui meurent la première année. Encore 65% de mortalité la deuxième année. Et puis une fois qu'on considère qu'on a des oiseaux adultes, on n'a plus de différence selon les années, ou alors on ne peut pas savoir, on est encore à peu près à une mortalité d'un oiseau sur 2. C'est-à-dire qu'une effraie adulte, voilà, on en perd 1 sur 2 par an. C'est pareil, hein, c'est des chiffres qui ne sont pas forcément inhabituels. Par contre, malgré tout, j'ai trouvé un record en nature à 21 ans pour une effraie. Donc vous voyez que la longévité maximum ne reflète pas tellement la longévité moyenne habituelle qu'on va avoir chez des oiseaux. Enfin, pour la chevêche, donc là, j'ai une longévité maximum à 18 ans. On a un oiseau avec beaucoup de mortalité la première année, près de 70%. Donc là, c'est quand même énorme. Par contre, la mortalité chute ensuite. Et une fois qu'on a des oiseaux adultes, on a une mortalité d'à peu près 1/3 par an. Donc voilà, on est sur des oiseaux qui ont plutôt tendance à vivre assez vieux quand même, quoi. Donc voilà pour les questions sur la longévité. Alors, je vais regarder s'il y a des nouvelles observations. J'ai vu qu'il y en avait eu quelques-unes. Donc, on commence à avoir quelque chose en ligne. Bon, après, ce n'est pas forcément très, très simple sur un pas de temps comme ça de quelques minutes de saisir des observations. Voilà. Par contre, il y a des observations près de la Mailleret-sur-Seine au niveau de la maison du parc. Donc là, il y a des chouettes hulottes qui ont été notées. Je vois qu'il y a des chouettes chevêches. Alors oui, c'est moi. Quelqu'un a vu un hibou moyen-duc également. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment bien parce que c'est pas très facile à localiser. Donc oui, il y a quand même un petit peu d'observation. Alors en fait, il y a plusieurs observations au même endroit. Donc ça, c'est des personnes qui ont eu la chance de bien entendre autour de chez elles, qui du coup arrivent à entendre plusieurs espèces. Alors on va essayer de regarder. On a quelque chose ici. Je vais partager un petit peu mon écran, qu'on puisse regarder les observations. Voilà, donc là, on est sur la Mailleret-sur-Seine, donc à côté de la maison du parc. Et là, on peut voir qu'il y a plusieurs observations. Donc là, on a une observation de chouette hulotte. Alors, on va essayer de mettre un fond de carte pour voir un peu l'habitat. Voilà, donc là, on voit qu'on a une parcelle avec de grands arbres autour. Donc là, on est complètement dans un secteur qui correspond. Quand on connaît bien les individus, enfin les espèces, sur photo aérienne, quand on connaît bien les espèces et un secteur, on peut aussi savoir à peu près ce qu'on peut trouver. Donc là, on a une observation, vous voyez, elle a été localisée à un endroit qui est tout à fait cohérent. Alors, on a une autre observation ici. Donc, une autre chouette hulotte. La chouette hulotte, je vous dis, hein, c'est vraiment un rapace nocturne qu'on trouve quasiment partout. Dès qu'il y a des grands arbres, dès qu'il y a des boisements, on en trouve. Et en plus, ça porte très loin. Et un champ qui est assez reconnaissable. Donc, on le note facilement. Donc là, c'est pareil. On voit qu'il y a des parcelles avec des très grands arbres dans les maisons. Alors, la chouette hulotte, ça ne la dérange pas, hein. C'est un oiseau qu'on trouve même dans les parcs urbains. Donc, c'est tout à fait possible. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Alors, on va aller regarder. Il y a une observation de hibou moyen-duc. Non, ce n'est pas comme ça. Ici, peut-être. Donc là, on a des observations de hibou moyen-duc. Donc là, vous voyez, vous avez une haie.
On a 2 observations dans cette haie. J'arrive pas trop à voir. Vous êtes les premiers à utiliser l'outil, hein, donc moi-même, je l'utilise que depuis quelques jours, donc on découvre ça en même temps. Donc là, vous voyez, il y a une localisation de chouette chevêche ici. Donc là, on est dans un hameau. On devine qu'il y a des vergers. On voit des haies. On voit qu'il y a des prairies qui sont ici et qu'il y a des cultures ici. Donc là, on voit très bien, vous voyez, si on dézoome, on voit très bien les cultures là, les prairies ici, le hameau avec le réseau de haies et le bocage, un petit bocage avec des vergers. Et donc, on a une chevêche ici. C'est vrai que c'est pareil, c'est une observation qui colle complètement. On devine ici qu'il y a des alignements. Et puis, ça doit être un verger autour de maison. Donc ça, c'est pareil, ça c'est impeccable, ça correspond vraiment, vraiment bien. Donc voilà, si ça peut vous aider à comprendre un petit peu comment les espèces s'organisent sur un territoire qui peut être autour de chez vous. Alors, je vais actualiser, peut-être qu'il y a à nouveau de nouvelles observations. Non, pas forcément. Donc, en tout cas, voilà, n'hésitez pas dans les jours à venir, ou à peu près n'importe quand, l'outil va rester disponible en ligne. Donc, il ne faut pas hésiter à venir mettre des observations parce que ça peut être utilisé ensuite. Et puis, comme ça, vous pourrez partager vos observations, voir s'il y a des oiseaux intéressants aussi autour de chez vous. Voilà, donc est-ce qu'il y a de nouvelles questions? Après, c'est les questions précédentes qu'on n'a pas prises, en fait. D'accord, bah, c'est le moment alors. Oui, on avait une question sur le hibou des marais. Pourquoi il n'est pas indiqué dans la présentation? Ouais. Complètement. Alors, le hibou des marais, j'ai fait l'impasse dessus parce que là, on est en période de reproduction et donc on cible les oiseaux qui sont prêts à nicher. Or, le hibou des marais est en fait extrêmement rare chez nous et il n'y niche pas. Ou alors, de façon vraiment exceptionnelle en Normandie, il doit y avoir peut-être 4-5 cas de reproduction connus en Normandie au maximum. Et donc là, pour ce soir, je n'ai pas voulu passer du temps là-dessus, surtout que la formule en visio est un petit peu originale. Je ne savais pas trop le temps que ça allait prendre. Donc, j'ai fait l'impasse sur le hibou des marais. Par contre, le hibou des marais, on en voit principalement en hiver. Il forme des groupes et c'est vraiment un spécialiste des campagnols. Et en plus, dans les campagnols, c'est un spécialiste du campagnol des champs. Donc lui, c'est vraiment un spécialiste sur une espèce de campagnol. Et en général, il mange 80% de campagnols des champs. Donc voilà, le hibou des marais est un hyper spécialiste qui est très dépendant des populations de campagnols des champs. Donc sur le territoire, on a des données tous les ans, principalement dans la vallée de la Seine, mais pas que. C'est un oiseau qui est un peu erratique, difficile à prévoir. Au gré des populations de campagnols, c'est très très clair. Voilà. On avait une question sur l'utilité de faire et mettre un nid chez soi, dans son jardin. Oui. Alors, les nichoirs, c'est quelque chose qui marche très bien pour les rapaces nocturnes, sauf pour le hibou moyen-duc. Il y a des types de nichoirs que vous pouvez trouver facilement en ligne. D'ailleurs, sur le territoire, on peut signaler que la MJC de Duclair commercialise des nichoirs qui sont fabriqués sur place. Il y a des nichoirs à chevêche, il y a des nichoirs à effraie. Je ne sais plus s'il y a des nichoirs à hulotte. Ce serait à vérifier. Mais en tout cas, il y a les 2 espèces pour lesquelles on pose le plus souvent des nichoirs qui sont commercialisés là-bas. Et en plus, honnêtement, ils sont pas chers. L'intérêt de poser des nichoirs. Alors, si on pose un nichoir dans un endroit qui ne correspond pas du tout à l'habitat de l'oiseau, ça ne peut pas marcher. Parce qu'il faut qu'il y ait un environnement qui lui convienne. Il lui faut des proies, il lui faut des caches, il lui faut des perchoirs pour la chasse. Si on met juste un nichoir, ça ne va pas suffire en fait. Par contre, notamment pour la chevêche ou pour les frais, ça peut vraiment être utile. Les frais qui utilisent beaucoup les bâtiments, si tous les bâtiments sont fermés, forcément, elle va avoir du mal à trouver des sites de reproduction. Et donc là, on peut vraiment aider. C'est un peu plus qu'une béquille, quoi, un nichoir. Parce que si on a un territoire favorable, mais pas de cavité, si on a des prairies, mais qu'on n'a pas d'arbres ou qu'on n'a pas de bâtiment ouvert, et ben les frais ne vont pas pouvoir nicher. Donc, si on installe des nichoirs, c'est quelque chose qui va permettre à l'espèce vraiment de s'installer et rester. Un nichoir à effraie, c'est quelque chose qui est assez gros. Il faut que ça fasse 1 mètre de long. Donc, c'est une grosse boîte qu'il faut installer. Donc, ce n'est pas très, très facile à faire. Mais enfin, ça se réalise si on est un peu bricoleur et puis motivé. Voilà, c'est quelque chose qui peut se faire.
En plus, les effraies ont des petits territoires. C'est-à-dire que si vous avez de l'effraie dans votre nichoir, elle va vraiment beaucoup fréquenter le secteur qui est autour de votre maison à quelques centaines de mètres au plus, quoi. Ça ne va pas très loin. Pour la chevêche, l'intérêt d'un nichoir, c'est vraiment assez similaire. Les fonctionnements de ces deux espèces sont un petit peu proches, on va dire. Et la chevêche utilise beaucoup de cavités. Donc, quand il y a beaucoup de haies qui sont soit récentes, soit qui ont été coupées à un moment, elle va avoir du mal à trouver des cavités. Un nichoir à chevêche, c'est beaucoup plus petit. Voilà, c'est surtout le diamètre du trou qui va être important. En gros, il faut une grosse boîte avec un trou. Je ne sais plus combien c'est exactement pour la chevêche, mais ça se trouve facilement. S'il y a vraiment des gens intéressés, je peux diffuser de liens par la suite. Vous reprenez contact à la Maison du Parc. Ou alors peut-être qu'on a votre mail avec l'inscription. Mais enfin, signalez-vous. Ça, c'est des choses que je peux faire circuler sans problème. Ça va être le diamètre du trou. Donc, pour une chevêche, ça doit être, je pense, 45 ou 45 mm ou 5 cm, quoi, quelque chose comme ça. Ça arrive quand même à bien se faufiler. Et puis après, il faut le mettre dans des arbres ou sur un bord de bâtiment. Mais oui, ça peut vraiment être utile. Surtout pour la chevêche, il ne faut pas hésiter à en poser plusieurs. Parce que dans un territoire de chevêche, souvent, elles vont avoir plusieurs cavités pour dormir. Donc, ils utilisent un nid, mais ils utilisent aussi des cavités différentes en hiver, par exemple. Et donc, avoir plusieurs cavités, ça va être bien. Chaque membre du couple va pouvoir aller dormir dans un endroit ou dans un autre en fonction du vent, en fonction d'un prédateur potentiel. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, quoi. Pour la chevêche, pour les frais, normalement, un seul nichoir suffit dans un secteur. Du coup, on a une question qui suit sur la cohabitation des espèces. Puisque voilà, si on a une espèce qui niche dans son jardin, est-ce que voilà, faut éviter de mettre un autre nichoir pour une autre espèce Alors, l'espèce qui peut être problématique de ce point de vue-là, c'est la chouette hulotte. Comme je vous mettais dans la présentation, la chouette hulotte, c'est quand même un oiseau qui est vraiment costaud, quoi, qui peut manger des grosses proies. Donc, surtout vis-à-vis de la chevêche, il y a des interactions qui ne sont pas positives pour la chevêche, assez clairement, hein. Donc, voilà, c'est deux espèces qu'on va difficilement trouver dans le même endroit. Mais en même temps, la hulotte est tellement commune qu'il n'y a pas d'intérêt en fait de poser de nichoir à hulotte. Ou alors pour se faire plaisir si on veut voir des hulottes, ce qui n'est pas interdit, hein. C'est ce qui ne pose pas de problème particulier. Par contre, c'est vrai que si vous avez de la hulotte directement dans votre jardin, vous allez avoir du mal à avoir de la chevêche. Ou en tout cas, elle va être plus discrète ou un petit peu à l'écart, quoi. Voilà, clairement, la chevêche est une proie de la hulotte, quoi, hein. On a un oiseau vraiment fort qui fait 1 mètre d'envergure et 500 grammes. De l'autre côté, on a un oiseau qui fait 60 cm et qui fait 20 cm de long. Donc forcément, et qui pèse la moitié. Donc, ça va être compliqué pour la chevêche de tenir dans un secteur où il y a beaucoup de hulottes. Du coup, pour les autres espèces, pas de problème Non, il n'y a pas vraiment de problème. La hulotte ne va pas aller s'attaquer aux moyen-duc ou aux effraies. Après, pour les effraies, ce n'est pas tout à fait le même habitat, donc ça ne va pas poser de soucis. Sur les zones de chasse, après, c'est pareil. Les moyens-ducs et les effraies chassent dans les milieux ouverts et sont quand même des oiseaux assez costauds, hein. L'envergure est similaire. Alors, OK, ils sont moins gros, mais enfin quand même. Et là, il n'y a pas vraiment connu de cas de prédation de hulotte sur le moyen-duc ou la chevêche. Ou l'effraie, voilà. On a quelqu'un qui a levé la main. Alors, je ne sais pas si c'était une erreur de manipulation ou non. Donc après, ce qu'il y a, c'est qu'on est nombreux. Donc, si tout le monde veut parler, ça va être un peu compliqué. Donc, voilà, les questions, il faut vraiment passer par le chat. Alors après, s'il y a d'autres personnes qui veulent avoir des renseignements, voilà, ils peuvent me contacter par ailleurs. Ou alors, on peut peut-être prendre, s'il n'y a plus de questions sur le chat, on peut peut-être prendre 1 ou 2 personnes, histoire d'avoir un petit échange en direct quand même. Mais on ne pourra pas faire plus. Sinon, là, je ne sais plus combien là, il y a presque 40 personnes. Donc, ce ne sera pas possible. Puis, c'est source de soucis techniques et après, ça devient désagréable. Alors, si on a le temps, on avait une dernière question auquel on n'a pas répondu. C'était sur la superficie approximative du territoire de chaque espèce présente. Alors, la superficie des territoires, déjà, c'est quelque chose qui varie beaucoup en fonction des habitats et en fonction des densités de proies. Si un oiseau trouve suffisamment de proies à proximité de son nid en période de reproduction, il ne va pas aller chercher plus loin.
Donc, certaines années, des chevêches autour de leur nid font 200-300 mètres. Donc là, on est sur quelque chose de l'ordre de 10 hectares. Hein. Je ne sais pas si ça parle des hectares, mais c'est des notions que je vais avoir en tête. Je vais avoir du mal à vous faire la conversion en direct, j'avoue. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés, donc je ne sais plus trop. Donc voilà, on est de l'ordre de quelques centaines de mètres autour du nid. Ça peut être un peu plus grand. La hulotte en forêt, on est plutôt de l'ordre du kilomètre autour du nid. Voilà, et en sachant que les territoires qui sont défendus souvent sont la proximité immédiate du nid. C'est-à-dire qu'un oiseau qui est en chasse à 700 mètres de son nid ne va pas forcément défendre sa zone de chasse. Ils vont peut-être éviter de se croiser ou pas chasser au même endroit en même temps, mais il y a une certaine tolérance. Donc la notion de territoire, il ne faut pas forcément la voir comme excluante totalement pour les autres individus. Par contre, ce qui est quand même très clair en période de reproduction, c'est qu'ils ne vont pas accepter qu'un autre individu s'approche du nid. Ils défendent à la fois leur couple, leur cavité, leur poussin, et puis un petit peu de territoire immédiat autour. Voilà. Donc, on est de l'ordre, pour de la chevêche, au minimum, on est à 200 mètres autour du nid. Pour de la hulotte, au minimum, c'est de l'ordre du kilomètre. Après, quand on est hors période de reproduction, les choses vont complètement changer. C'est des oiseaux qui peuvent se déplacer, notamment l'effraie. C'est assez connu que les effraies se déplacent. Ce qui est beaucoup moins le cas pour chevêche, hulotte, moyen-duc. C'est des oiseaux qui ne se déplacent pas forcément autant. Encore que les moyens-ducs, ça peut varier. Voilà ce que je peux vous dire sur la taille des territoires. Donc, un territoire, c'est quand même défendu quasiment uniquement en période de reproduction. Il ne faut pas se méprendre non plus sur la période de reproduction, parce que ça peut être à des dates auxquelles on ne s'attend pas. C'est-à-dire que la hulotte commence à nicher, à chanter, à défendre son territoire dès le mois de décembre. Là, il y a déjà des jeunes hulottes qui commencent à sortir des nids. Donc, bien qu'on soit à peine sorti de l'hiver, la reproduction est déjà très avancée. La fin de l'hiver et le printemps sont souvent des périodes de reproduction pour les oiseaux. Et pour la chevêche, qui va peut-être être la plus tardive, on est... enfin non, ce n'est pas la plus tardive. La chevêche, on a souvent des envols de poussins au mois de mai. Le hibon et induc, c'est souvent au mois de juin. Et les fraies, si elles font des deuxièmes couvées, ça peut être même en août, voire septembre. Et donc avec des territoires plutôt petits quand même pour des gros oiseaux. J'espère répondre du mieux possible. Florian, peut-être as-tu d'autres questions? Non, il n'y a plus de questions dans le chat. On a fait le tour. D'accord. On peut tenter, s'il y a une ou deux personnes qui veulent poser une question un petit peu plus complexe, de la poser en direct. Je pense que Malika pourra leur donner le micro. Et puis, on finira là-dessus. Non, s'il n'y a rien de... Personne ne se manifeste particulièrement. OK. Donc, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez continuer à consulter l'outil dont le lien vous a été donné tout à l'heure. N'hésitez pas à venir rentrer vos observations. Ça peut être intéressant de regarder par rapport à vos voisins. Voilà, il y avait un peu de monde ce soir. Donc là, vous avez eu un temps d'observation qui est assez limité, hein, le temps de sortir, de revenir, rentrer dans l'outil. Mais si vous entendez quelque chose demain, dans un mois, il n'y a vraiment pas de problème pour enregistrer ça. Voilà, donc puis ça vous permettra aussi de voir s'il y a des observations qui sont mises en plus à côté de chez vous, par exemple. Alors, je vais à nouveau partager le bon écran. Donc, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cette soirée, d'avoir été écouter les oiseaux dehors. N'hésitez pas à utiliser les liens qui sont aussi sur le site pour confirmer vos observations.
S'il y a des gens qui veulent plus de précision, ils peuvent envoyer un mail au contact du parc qui me transférera sans problème si c'est une question d'oiseau. Il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, il y a aussi d'autres rendez-vous du parc parce que si la période est un peu difficile pour ça, tout ne va pas être annulé. Donc là, on teste un peu une formule ce soir avec un petit peu de monde. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, voilà, c'est quand même prévu dans l'année de continuer les sorties avec du public dès qu'on pourra le faire. Vous pouvez aussi donc suivre le site internet du parc et la page Facebook du parc où il y a aussi beaucoup d'informations qui circulent, notamment tous les rendez-vous du parc. Voilà, et écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes observations et n'hésitez pas à revenir sur le site pour mettre vos observations et les partager. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci Géraud, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. À bientôt, Florian. Merci, au revoir. Je te vois en direct, là. Bonne soirée à tous, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.